dans l'univers du spectacle français, où les icônes traversent les décennies avec une vitalité qui défie le temps, une confidence récente ébranle le paysage émotionnel des admirateurs. Lynn Renaud, né le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe dans le nord de la France, incarne depuis plus de 7 décennies une figure de résilience et de grâce, mais à 97 ans, elle révèle avec une franchise poignante la précarité de son état physique, un aveu qui résonne comme un testament vivant. Cette admission, survenue lors d'une émission diffusée en août 2025, non seulement illumine les ombres de son parcours personnel, mais invite à une méditation sur la fragilité humaine au crépuscule d'une existence exceptionnelle. De ses origines modestes, dans les Flandres, à cette heure de lucidité sereine, ce reportage dissèque les strates de sa vie, en commençant par les fondations qui ont forgé son destin d'artiste engagé. Accompagnez-nous dans cette plongée nuancée dans un legs qui transcende les planches et les écrans. Lynn Renaud, de son vrai nom, Jacqueline Anté, voit le jour le 2 juillet 1928 à Pont-de-Nieppe, un modeste village niché dans les plaines flamandes du Nord, où les vents du plat pays sculptent les âmes avec une rudesse bienveillante. Fille unique d'une sténodactylo et d'un chauffeur routier qui, le week-end, enfilait le clairon d'un orchestre local, elle grandit dans un foyer où la musique n'était pas un luxe, mais un refuge contre les rigueurs de l'après-guerre. Dès l'enfance, bercée par les refrains populaires diffusés dans l'estaminet tenu par sa grand-mère, la petite Jacqueline manifeste une affinité précoce pour le chant, imitant les divas de la radio avec une justesse instinctive. À 14 ans, elle auditionne au Conservatoire de Lille. Mais c'est à 16 ans, en 1944, que son talent s'épanouit vraiment. Engagée comme choriste dans un cabaret lillois, elle affine sa voix et sa présence, apprenant à captiver un public ouvrier avec des mélodies simples et poignantes. Des historiens du music-hall analysent cette phase comme un apprentissage accéléré, où la jeune artiste absorbe les codes d'une profession impitoyable, marquée par la reconstruction nationale et les pénuries matérielles. En 1945, à 17 ans, elle migre vers Paris, ville lumière qui l'accueille aux Folies Belleville, un music-hall emblématique où elle se produit comme remplaçante, enchaînant numéros de danse et chansons légères. C'est là qu'elle croise Loulou Gasté, compositeur chevronné de 37 ans, qui, ébloui par sa fougue, lui forge un nom de scène, Lynn Renaud, clin d'œil à une amie disparue, et lui écrit ses premiers titres. Leur rencontre, fusion de mentorat et d'alchimie créative, propulse la nordiste sur la scène nationale. En 1947, sur Radio Luxembourg, elle interprète Ma cabane au Canada, hymne pastoral composé par Gasté qui remporte le Grand Prix du disque, la propulsant aux côtés d'Yves Montand au Théâtre de l'Étoile. Sociologue de la culture populaire, souligne que ce duo préfigure les dynamiques du show business d'après-guerre, où l'âge et l'expérience catalysent les talents émergents. Renaud, avec sa silhouette élancée et son accent chantant, incarne alors l'énergie d'une France renaissante, alternant cabaret et enregistrement pour Pathé Marconi. Ses premiers pas, jalonnés de sacrifices, nuits blanches et tournées provinciales, forgent une éthique de travail inflexible, tandis que le Nord, avec ses marais et ses clochers, reste un ancrage spirituel. Cette genèse
tissé de hasard et de détermination, pose les bases d'une carrière polymorphe, où la scène devient un exutoire et un tremplin vers des horizons inattendus. À la fin des années 1940, Lynn Renaud s'impose comme une vedette incontestée du musical français, naviguant avec aisance entre studios d'enregistrement et théâtres bondés. Son mariage avec Loulou Gasté en 1950 scelle non seulement une union personnelle, mais une alliance artistique fructueuse. Ensemble, ils composent une série de tubes intemporels, comme Étoile des neiges, en 1956, qui capture l'essence romantique des hivers alpins et propulse des ventes pharaoniques. Des critiques musicaux de l'époque saluent sa voix chaude et versatile, capable de moduler du jazz américain aux valses musettes, une polyvalence qui la distingue dans un paysage dominé par les traditionalistes. En 1954, son engagement au Moulin Rouge pour 4 mois à guichet fermé marque un sommet. Meneuse de revue, elle enchante avec des chorégraphies éblouissantes et des sketchs espiègles, attirant l'attention de Bob Hope, qui l'invite aux États-Unis. Ce passage outre-Atlantique, entre 1963 et 1965, la voit briller aux Dunes de Las Vegas comme tête d'affiche où elle tisse des liens avec Frank Sinatra, Dean Martin et Elizabeth Taylor, enrichissant son répertoire d'influences hollywoodiennes. Analyste des échanges culturels transatlantiques, note que Renaud incarne le soft power français, exportant un glamour accessible qui séduit les Américains en quête d'exotisme européen. De retour en France, elle diversifie ses horizons. En 1959, elle explore le cinéma avec des rôles dans Paris chante toujours, aux côtés d'Édith Piaf, une rivale notoire qui jalousera son éclat, et enchaîne les apparitions au Casino de Paris. Sa discographie, comptant 25 albums et 114 singles, reflète cette effervescence. Des reprises comme Tweedledee en 1955, première version française d'un hit américain, démontrent son audace à fusionner répertoire. Au théâtre, ses interventions sporadiques, comme dans Folle Amanda en 1981, révèlent une actrice naissante, tandis que la télévision l'accueille dans les années 1960 pour des variétés qui popularisent son charisme. Cette période d'ascension, rythmée par des tournées mondiales et des récompenses, dont un disque de diamant en 2,5 pour l'ensemble de son œuvre, illustre les mécanismes d'une industrie en mutation, où la longévité dépend d'une adaptabilité constante. Renaud, avec son sens inné du spectacle, transforme chaque plateau en confession collective, posant les jalons d'une célébrité durable qui s'étendra au-delà des projecteurs. Le 16 avril 1950, Lynn Renaud et Loulou Gasté scellent leur union à la mairie du 16e arrondissement de Paris, un événement discret qui marque le début d'une quarantaine d'années de symbiose artistique et affective. Âgée de 21 ans, la jeune chanteuse épouse un homme de 42 ans, pilier du musical parisien, dont la plume prolifique, plus de 1000 compositions, deviendra le socle de sa renommée. Leur rencontre, en 1945, lors d'une audition aux Folies Belleville, avait été un coup de foudre professionnel. Gasté, veuf éploré, voit en elle une muse capable de ranimer ses mélodies, tandis que Renaud découvre en lui un guide bienveillant qui l'arrache à l'anonymat provincial. Des biographes de l'époque dépeignent ce couple comme un archétype de la France d'après-guerre,
où l'amour se nourrit de collaborations quotidiennes dans leur appartement des Champs-Élysées, transformé en atelier improvisé. Gasté signe la plupart de ses succès de Pour toi, en 1956, à des refrains intimes qui reflètent leur intimité. Mais l'union n'est pas exempte de tempêtes. La différence d'âge et les absences dues aux tournées engendrent des tensions, amplifiées par les rumeurs d'infidélité. Renaud, dans ses mémoires publiés en 2013, avoue une liaison passionnée avec Nate Jacobson, directeur du Caesars Palace à Las Vegas durant les années 1960. Une parenthèse de 18 ans qu'elle qualifie de découverte physique intense, sans pour autant ébranler le socle de son mariage. Psychologues des relations artistiques analysent cette dynamique comme un équilibre précaire entre fidélité créative et libertés individuelles, où Gasté, tolérant mais possessif, compose des chansons comme exutoire à ses tourments. Ensemble, ils traversent les décennies, en 1977, le scandale autour de Feelings, que Gasté revendique comme sien face à Maurice Albert, renforce leur complicité judiciaire, aboutissant à une victoire en 1988. Leur vie quotidienne, rythmée par des dîners mondains et des voyages, de Las Vegas à Londres, forge une complicité qui transcende le professionnel. Gasté, souffrant d'une santé déclinante, trouve en Renaud une infirmière dévouée lors de ses crises cardiaques. La mort de Loulou le 8 janvier 1995, à 86 ans, laisse Renaud veuve éplorée qui, dans une interview posthume, évoque le vide abyssal d'une perte qui la propulse vers de nouveaux engagements. Ce mariage, alliant passion charnelle et partenariat intellectuel, symbolise les paradoxes du show business, où l'amour se tisse au fil des notes et des silences, laissant un legs indélébile dans l'œuvre de Renaud. En août 2025, à l'âge de 97 ans, Line Renaud a choisi de partager une vérité longtemps gardée, révélant lors d'une émission télévisée intimiste sur France de l'état critique de sa santé, marqué par une insuffisance cardiaque avancée et des complications respiratoires chroniques. Installée dans un décor sobre, entourée de photos d'archives retraçant sa carrière, elle s'est exprimée avec une dignité poignante, décrivant comment les dernières années ont vu son énergie décliner progressivement, nécessitant des hospitalisations fréquentes et une oxygénothérapie à domicile. Cette confidence, livrée avec un sourire mélancolique mais sans trace d'amertume, a été un moment de vérité rare pour une figure habituée à projeter une vitalité intarissable. Médecin spécialisé en gériatrie, explique que l'insuffisance cardiaque à cet âge, souvent aggravée par des antécédents comme ceux hérités des décennies de stress et de tournées harassantes, impose une gestion délicate entre traitements palliatifs et qualité de vie. Renaud, fidèle à son franc-parler, a détaillé les défis quotidiens, des nuits interrompues par des essoufflements, des journées rythmées par des consultations médicales et une dépendance croissante à une équipe soignante installée dans sa résidence parisienne. Elle a évoqué avec émotion un épisode récent où, lors d'une promenade dans son jardin, une faiblesse soudaine l'a forcée à s'appuyer sur une amie, un instant qui l'a confrontée à la réalité de sa fragilité. Cette admission, loin d'être une plainte, s'est accompagnée d'une réflexion sur la dignité dans la vieillesse, où elle a insisté sur son souhait de vivre ses derniers jours entourée d'amour et de souvenirs, plutôt que dans une quête vaine d'immortalité.
historiens du spectacle analysent ce moment comme une rupture avec l'image d'éternelle jeunesse que les stars cultivent, plaçant Renaud dans une posture de pionnière qui normalise le dialogue sur la fin de vie. La révélation a été soigneusement orchestrée. Son équipe de communication, consciente de l'impact émotionnel, a choisi un format intimiste, évitant les plateaux surpeuplés pour privilégier une conversation à huis clos avec une journaliste de confiance. Cette stratégie a permis de contrôler le récit, mais n'a pas empêché les spéculations. Certains médias ont tenté d'extrapoler sur la gravité exacte de son état, suggérant des diagnostics non confirmés comme une pneumonie récurrente. Renaud, dans un communiqué ultérieur, a clarifié que son intention était d'inspirer, non d'alimenter les rumeurs, soulignant son engagement à rester active à travers des projets caritatifs, même à distance. Psychologue des médias, observe que cette transparence redéfinit la perception des icônes vieillissantes, offrant un modèle de vulnérabilité assumé dans une société obsédée par la performance. Ses proches, dont une nièce qui veille sur elle, ont décrit dans des entretiens anonymes comment Lynn organise ses journées pour équilibrer repos et création, dictant des mémoires ou enregistrant des messages vidéo pour ses fans. Cette confidence, bien que teintée de gravité, n'a pas éclipsé son humour. Elle a plaisanté sur son refus de quitter Paris, car les anges ne savent pas chanter comme au Moulin Rouge. Ce moment, à la croisée de la résilience et de l'acceptation, a ouvert une fenêtre sur une femme qui, face à l'inéluctable, choisit de célébrer la vie avec une lucidité désarmante, posant les bases pour une réflexion collective sur la finitude. L'annonce de l'état de santé de Lynn Renaud a provoqué une onde de choc émotionnel, suscitant un déluge de réactions qui témoignent de son empreinte indélébile dans le paysage culturel français. Dès la diffusion de l'émission, les réseaux sociaux se sont embrasés de messages de soutien. Des fans de longue date, ayant vibré au son de « Ma cabane au Canada », ont partagé des montages vidéo de ses performances, accompagnés de vœux fervents pour son réconfort. Des spectateurs plus jeunes, découverts à travers ses rôles au cinéma ou ses engagements militants, ont loué sa bravoure, publiant des extraits de son combat contre le sida via d'action, qu'elle a cofondé en 1994. Sociologue des médias, analyse cette mobilisation comme le reflet d'une admiration transgénérationnelle, où Renaud incarne à la fois la nostalgie d'une France d'antan et l'audace d'une militante moderne. Dans le milieu artistique, des figures comme Catherine Deneuve, qui a partagé l'affiche avec elle dans « Je ne veux pas mourir » en 2022, ont exprimé leur tristesse mêlée d'admiration, saluant sa capacité à transformer une épreuve personnelle en message universel. D'autres, comme Michel Drucker, ont évoqué dans des émissions spéciales leurs souvenirs de collaboration, décrivant une femme dont l'énergie sur scène masquait une fragilité croissante. Ces témoignages ont été relayés par des chaînes comme France Télévisions, qui ont organisé des hommages sous forme de rediffusion de ces spectacles emblématiques. Politiquement, des personnalités comme la ministre de la Culture ont salué son legs, proposant de nommer une salle du Théâtre de l'Étoile en son nom honneur, une initiative applaudie dans les cercles parisiens. Cependant, des voix critiques, notamment dans les tabloïds, ont tenté de sensationnaliser son état, spéculant sur une hospitalisation imminente ou des tensions familiales autour de son héritage. Ces rumeurs ont été rapidement démenties par son entourage,
qui a insisté sur son souhait de rester entouré de proches dans son appartement du 7e arrondissement. Experts en communication publique notent que cette polarisation reflète les tensions d'une société confrontée à la mortalité de ses icônes, où l'admiration coexiste avec une curiosité intrusive. Dans son village natal de Pont-de-Nieppe, des habitants ont organisé une veillée symbolique, déposant des fleurs près de la maison où elle a grandi, un geste qui a ému Renaud lorsqu'elle en a été informée par visioconférence. Les réactions internationales, notamment aux États-Unis, où elle reste une figure du Las Vegas des années 1960, ont inclus des messages de producteurs de Broadway qui envisagent une rétrospective de ses contributions transatlantiques. Ces hommages, mêlés de débats sur la fin de vie et la place des aînés dans la culture, ont amplifié la portée de sa confession, transformant une annonce personnelle en un catalyseur de réflexion sociétale. Les fans, dans des forums en ligne, ont lancé des pétitions pour une Légion d'honneur honorifique, arguant que son combat pour la dignité mérite une reconnaissance suprême. Cette vague d'émotions et de discussions illustre l'impact durable d'une femme qui, même dans la fragilité, reste une force unificatrice, unificatrice, unificatrice.